Maman a annoncé qu'elle était enceinte pour la 7e fois, mais j'en avais assez d'élever ses enfants. Alors j'ai déménagé, elle a appelé la police. Je m'appelle Octavio, j'ai 27 ans, et pendant la moitié de ma vie, j'ai élevé mes 5 plus jeunes frères et sœurs. Pendant que ma mère courait après ses relations, lorsqu'elle a annoncé l'arrivée du 7e bébé, quelque chose en moi a finalement cédé, j'ai décidé qu'il était temps de vivre ma propre vie, alors j'ai déménagé. Je ne m'attendais jamais à ce qu'elle appelle la police à mon sujet, ni à ce que ma fuite cause un tel chaos. Avant de partager comment tout cela s'est passé, faites-moi savoir d'où vous regardez et appuyez sur ce bouton j'aime et s'abonner. Croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite a tout changé dans la dynamique de notre famille. Grandir dans notre modeste maison de 3 chambres dans la banlieue de Phoenix, en Arizona, a toujours été chaotique, mais gérable jusqu'à ce que mon père parte quand j'avais 11 ans. Maman a dû commencer à travailler à plusieurs emplois, faisant la serveuse le jour et nettoyant les bureaux la nuit juste pour mettre de la nourriture sur la table et garder les lumières allumées. En tant que plus âgé de 6 enfants, j'ai naturellement intervenu pour aider. Mais ce qui a commencé comme du babysitting occasionnel s'est rapidement transformé en un rôle parental à temps plein. Mes frères et sœurs James, 17 ans, Kyle, 15 ans, Chloé, 13 ans, les jumeaux Max et Jackson, 10 ans, et la petite Lucie, 7 ans, sont de bons enfants, mais ils ont besoin d'une attention, d'une orientation et de soins constants. Au moment où j'ai eu 12 ans, je préparais la plupart des repas de la famille, j'aidais tout le monde à faire ses devoirs et je m'assurais que la maison ne s'effondrait pas complètement. Une fois que j'ai obtenu mon permis de conduire à 16 ans, mes responsabilités se sont encore étendues. Je suis devenu le chauffeur de la famille, emmenant les enfants à l'école, aux rendez-vous chez le médecin, aux entraînements sportifs et aux sorties. J'ai appris à équilibrer le budget du ménage, à payer les factures à temps et à étirer les salaires de maman jusqu'au prochain. Lorsque les frères et sœurs se disputaient, ce qui était constant, j'étais le médiateur et le pacificateur. Octavio, peux-tu m'aider avec mon projet de science? Octavio, Max a pris mon jeu. Octavio, quand est-ce que le dîner est prêt? Mon nom est devenu synonyme de résolution de problèmes dans notre maison. Une matinée typique dans notre foyer commençait à 5h30 pour moi. Je me levais le premier pour préparer le petit déjeuner pour tout le monde, emballer 6 déjeuners différents, en tenant compte de toutes les préférences et allergies, puis commencer la tâche impossible de préparer tout le monde pour l'école. Lucie perdait toujours une chaussure. Les jumeaux se disputaient inévitablement pour l'utilisation de la salle de bain. Chloé avait besoin d'aide de dernière minute pour des devoirs qu'elle avait oubliés. Kyle dormait perpétuellement. Et James, bien qu'aidant quand il le voulait, était en pleine rébellion adolescente. James, s'il te plaît, aide juste les jumeaux à trouver leur sac à dos pendant que je m'occupe des cheveux de Lucie, suppliai-je, tout en retournant simultanément des pancakes et en signant un bulletin de permission. Pourquoi est-ce toujours mon travail, marmonna-t-il, bien qu'il aidait généralement quand même. Au moment où tout le monde était sorti et que je déposais les plus jeunes à leurs écoles, j'étais déjà épuisé et ma journée ne faisait que commencer. Je me rendais à mon emploi à temps partiel dans une librairie locale où le gérant comprenait ma situation familiale et me laissait travailler avec des horaires flexibles. Après le travail, je me précipitais pour aller chercher tout le monde, superviser les devoirs, arbitrer les disputes, préparer le dîner, surveiller les bains des plus jeunes enfants et essayer de maintenir un semblant d'ordre jusqu'au coucher. Quelque part entre les deux, j'essayais de suivre des cours universitaires en ligne, étudiant généralement tard dans la nuit, une fois que tout le monde dormait. Mes rêves de devenir ingénieur en architecture semblaient s'éloigner chaque année. Maman n'était pas une mauvaise mère quand elle était là. Elle nous aimait tous férocement et travaillait incroyablement dur pour subvenir à nos besoins financiers, mais elle était physiquement absente en raison de son travail et émotionnellement distante car elle passait par une série de petits amis qui ne sont jamais restés longtemps. Elle rentrait épuisée, reconnaissante de mon aide et en dépendait de plus en plus. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Octavio, disait-elle, m'embrassant le sommet de la tête comme si j'étais encore un enfant au lieu de celui qui faisait fonctionner son ménage. Tu es un si bon fils, et je l'étais. J'aimais profondément mes frères et sœurs. Quand Lucie a perdu sa première dent et m'a regardé avec ce sourire édenté, mon cœur a fondu. Quand les jumeaux ont travaillé ensemble pour me faire une carte d'anniversaire, je l'ai fièrement affichée. Quand Chloé est venue me parler d'abord de ses problèmes de fille au lieu de maman, je me suis senti en confiance. Quand Kyle a finalement amélioré ses notes après des heures de mon tutorat, je me suis senti fier. Quand James s'est confié à moi sur ses rêves futurs, je me suis senti connecté. Mais sous tout cet amour se cachait un ressentiment croissant que j'essayais d'ignorer. J'ai vu mes amis du lycée partir à l'université pendant que je restais.
Je les ai vus poster sur la vie en résidence universitaire et les voyages de vacances de printemps pendant que je faisais l'apprentissage de la propreté avec Lucie et que j'apprenais aux jumeaux à lire. J'ai entendu parler de leur promotion dans des appartements pendant que je vivais encore à la maison, partageant une chambre avec James, sans intimité et avec peu de liberté. Je ne vivais pas ma vie. Je vivais une existence hybride étrange de frère-père avec toutes les responsabilités et aucune de l'autorité. Et autant que j'essayais de le supprimer, la vérité devenait inévitable. Je me noyais et personne ne semblait le remarquer ou s'en soucier. La nuit où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre dîner de famille. J'avais fait des lasagnes, le seul repas que tout le monde mangeait sans complainte, et j'avais réussi à faire asseoir les 6 enfants à notre table de salle à manger et rafler en même temps. Un miracle en soi. Maman avait envoyé un message disant qu'elle amenait Greg, son petit ami depuis 8 mois, ce qui n'était pas inhabituel. Ce qui était inhabituel, c'était le ton excité de son message et son insistance à ce que tout le monde soit présent. Greg était sa relation la plus longue depuis le départ de papa. Un ouvrier du bâtiment de 43 ans avec un rire bruyant et une tendance à apporter des bonbons aux enfants. Il semblait assez gentil, mais j'avais appris à ne pas m'attacher aux hommes dans la vie de maman. Il disparaissait inévitablement, la laissant le cœur brisé et les enfants confus. Quand maman et Greg sont arrivés, ils souriaient tous les deux largement. Le bras de Greg était autour de la taille de maman dans un geste protecteur que je n'avais jamais vu auparavant. Tout le monde, nous avons une nouvelle excitante, a annoncé maman après avoir à peine touché sa nourriture. Ses yeux brillaient de bonheur en regardant autour de la table. Greg et moi attendons un bébé. Vous allez tous avoir un nouveau petit frère ou une nouvelle petite sœur. La table a éclaté en diverses réactions. Lucie sautillait sur son siège, battant des mains. Un bébé. Puis-je aider à s'en occuper? Peut-il dormir dans ma chambre? Les jumeaux se sont félicités. Nous ne serons plus les plus jeunes, s'est exclamé Max. La réaction de Chloé était plus mesurée. À 13 ans, elle comprenait mieux ce que cela signifiait. Waouh, maman, c'est une grande nouvelle. Quand est-ce qu'il est dû? Kyle a levé les yeux au ciel de manière dramatique. Génial. Encore un bébé qui crie dans la maison. C'est tout ce dont nous avons besoin. James m'a jeté un bref regard inquiet avant d'offrir des félicitations polies qui sonnaient creux, même à mes oreilles. Et moi, je me sentais comme si on m'avait frappé à l'estomac. Mon sourire était figé sur mon visage alors que je luttais pour traiter ce que cela signifiait. Un autre enfant, une autre responsabilité, une autre personne qui aurait besoin de soins, d'attention, de temps et de ressources que nous n'avions déjà pas assez. Octavio, tu ne vas rien dire, a incité maman, son sourire faiblissant légèrement. J'ai forcé l'enthousiasme dans ma voix. C'est une merveilleuse nouvelle, maman. Félicitations à vous deux. Greg rayonnait, apparemment inconscient des sous-entendus à la table. Nous pensons que ce pourrait être une fille, mais il est trop tôt pour le savoir avec certitude. Quoi qu'il en soit, ce sera bien d'avoir à nouveau un petit. À nouveau un petit. Comme si nous n'avions pas déjà une enfant de 7 ans. Comme si notre maison n'était pas déjà à craquer. Comme si je n'avais pas juste commencé à voir la lumière au bout du tunnel alors que Lucie devenait plus indépendante. Le reste du dîner a été un tourbillon de discussions sur la grossesse et de plans futurs. Maman était due dans 7 mois. Il n'allait pas découvrir le sexe à l'avance. Greg pensait à convertir une partie du garage en une autre chambre, car il n'y avait littéralement plus de place dans la maison. J'ai hoché la tête et souri aux bons endroits pendant que mon esprit s'emballait. Greg n'était là que depuis 8 mois. Il vivait toujours dans son propre appartement de l'autre côté de la ville. Il travaillait de longues heures et des quarts de travail le week-end. D'après mon expérience, quand le bébé arriverait, devinez qui s'occuperait des repas de 2 heures du matin et des changements de couche? Pas Greg. Pas maman qui serait de retour au travail dès que possible. Moi. Toujours moi. Après le dîner, pendant que les enfants étaient occupés par leurs devoirs et la télévision, j'ai trouvé maman seule dans la cuisine. Maman, pouvons-nous parler de ça, ai-je demandé doucement. De bébé. N'est-ce pas merveilleux, Octavio? Je sais que c'est inattendu, mais Greg est différent. Il est vraiment engagé. J'ai pris une profonde inspiration. C'est super, mais je suis préoccupé par les aspects pratiques. La maison est déjà bondée. Les finances sont serrées. Et honnêtement, maman, je m'inquiète de savoir qui va s'occuper de ce bébé. Son visage s'est légèrement durci.
Qu'est-ce que tu veux dire, Greg? Et moi, bien sûr. Est-ce que ce sera le cas? Greg travaille 12 heures par jour dans la construction. Toi, tu travailles 2 emplois. Qui fera les biberons de minuit, les rendez-vous chez le médecin, les soins quotidiens? Nous allons nous en sortir comme nous le faisons toujours, a-t-elle dit avec dédain. Peut-être que je peux réduire mes heures. Greg pourrait changer d'équipe avec une équipe différente ayant des horaires plus réguliers. Et bien sûr, il y a toi. Voilà. L'hypothèse qui avait défini ma vie pendant les 15 dernières années. Maman, j'ai 27 ans. J'ai mis ma vie en attente pour aider à élever les autres, et je ne me suis jamais plainte. Mais je ne peux plus le faire. Pas avec un autre bébé. Elle semblait sincèrement surprise. De quoi parles-tu? C'est ta famille, Octavio. Nous avons besoin de toi. J'ai aussi besoin de moi, maman. J'ai besoin de terminer mon diplôme. J'ai besoin de commencer ma carrière. J'ai besoin de ma propre vie. Tu es égoïste, a-t-elle dit, les mots me blessant profondément. Ce bébé est ton frère ou ta sœur, et je les aimerai tout comme j'aime les autres, mais je ne serai pas leur principale gardienne. Je ne peux pas l'être. Elle secoua la tête comme si je parlais une langue qu'elle ne comprenait pas, nous en parlerons plus tard. Tu es juste choqué par la nouvelle. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans la chambre que je partageais avec James, écoutant sa respiration régulière de l'autre lit. Mon esprit ne cessait de s'emballer. 7 autres années minimum avant que cet enfant ne soit quelque peu indépendant. J'aurais 34 ans. Ma jeunesse et mes opportunités s'évanouissant une couche à la fois. Le lendemain matin, j'ai pris James à part avant l'école. « Qu'est-ce que tu penses des nouvelles de maman ?» lui ai-je demandé. Il a haussé les épaules, essayant d'avoir l'air nonchalant, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. C'est sa vie, je suppose, mais ça va être fou ici avec un bébé. James, je dois te dire quelque chose. J'ai pensé à déménager. Ses yeux se sont écarquillés. Sérieusement? Où irais-tu? J'aurai un appartement quelque part à proximité. Je continuerai à aider, mais je dois me concentrer sur la fin de mes études et le début de ma carrière. Il est resté silencieux un moment. Je comprends. Je le fais. Mais qu'en est-il du reste d'entre nous? Tu as 17 ans, presque adulte toi-même. Kyle a 15 ans. Chloé devient de plus en plus indépendante chaque jour. Les jumeaux et Lucie ont encore besoin de beaucoup. Mais entre maman, Greg et vous tous les grands, vous pouvez vous en sortir. Penses-tu vraiment que maman peut gérer ça? Ou que Greg restera une fois que le bébé sera là et que les choses deviendront difficiles? Je n'avais pas de bonne réponse à cela. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je devais me prioriser, même si cela signifiait que la famille que j'aimais pouvait avoir du mal sans moi. Ce jour-là, j'ai commencé à rechercher sérieusement des appartements. J'ai regardé mon compte d'épargne. Maigre, mais suffisant pour une caution si j'étais prudent. J'ai réfléchi au nombre d'heures supplémentaires que je pourrais faire au travail si je ne me précipitais pas à la maison tous les jours pour m'occuper de mes frères et sœurs. J'ai pensé à m'inscrire à temps plein au programme d'architecture du Community College au lieu de suivre 1 ou 2 cours en ligne par semestre. Pour la première fois depuis 15 ans, je me suis permis d'imaginer une vie qui était la mienne. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai fonctionné comme un agent secret dans ma propre maison. J'ai trouvé un appartement abordable d'une chambre à seulement 3 miles de distance, assez proche pour pouvoir toujours rendre visite régulièrement, mais assez loin pour avoir mon propre espace. Il était à distance de marche du Community College où je pourrais enfin suivre des cours en personne pour terminer mon diplôme. Le loyer serait serré avec mon salaire de librairie, mais j'avais déjà parlé à ma gérante d'augmenter mes heures, et elle avait accepté avec enthousiasme. Honnêtement, Octavio, je voulais t'offrir un poste à temps plein avec avantages sociaux depuis longtemps. Tu es mon employé le plus fiable, m'a-t-elle dit. Je savais juste que ta situation familiale rendait cela difficile. J'ai versé une caution et signé un bail avec une date de début dans 1 mois. Cela me laissait le temps de préparer tout le monde au changement et de transférer certaines de mes responsabilités. J'ai commencé par James, lui apprenant les bases de la gestion du ménage que j'avais apprises par essai et erreur. Fais toujours un rapide inventaire du réfrigérateur avant de faire les courses, ai-je expliqué en traversant le supermarché. Et garde une liste sur le réfrigérateur où tout le monde peut ajouter les articles qui sont presque épuisés. C'est beaucoup, a dit James, l'air dépassé alors que je lui montrais mon système de suivi des factures et du budget.
Tu n'as pas à tout prendre en charge, les jeux assurés. Le simple fait de savoir où sont les choses et comment elles fonctionnent vous aidera. Maman devrait gérer les finances de toute façon. Je suis juste intervenu parce qu'elle était tellement dépassée. Ensuite, j'ai parlé à mon conseiller pédagogique au community college de mon passage à un statut à temps plein. Elle m'a aidé à créer un emploi du temps qui me permettrait de travailler le matin à la librairie et de suivre des cours l'après-midi et le soir. Tu pourrais terminer ton diplôme d'associé en 1 an à ce rythme, a-t-elle dit, souriant à mon enthousiasme évident. Et ensuite transfert à l'université pour ton baccalauréat en génie architectural. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma voiture devant notre maison pendant un long moment, regardant le catalogue de cours et m'imaginant dans ces cours, travaillant sur des conceptions, construisant des maquettes, poursuivant le rêve que j'avais mis de côté si longtemps. Ma poitrine était serrée par un mélange d'espoir et de culpabilité. À l'intérieur de la maison, c'était le chaos habituel. Lucie avait renversé du jus sur ses devoirs. Les jumeaux se disputaient pour savoir à qui était le tour du jeu vidéo. Chloé était enfermée dans la salle de bain au téléphone avec une amie. Kyle avait sa musique à fond et James essayait sans succès de faire en sorte que tout le monde se calme pour dîner. Maman n'était pas encore rentrée. Greg venait plus tard. C'était la tempête parfaite de la folie familiale normale. Et pour une fois, je l'ai juste observé au lieu de sauter immédiatement pour tout réparer. James a croisé mon regard, l'air débordé. Un peu d'aide ici. J'ai hoché la tête et je suis intervenu, baissant la musique de Kyle, séparant les jumeaux avec la promesse d'une partie de jeu après le dîner, aidant Lucie à sauver ses devoirs, et frappant doucement à la porte de la salle de bain pour dire à Chloé que le dîner était prêt. Ordre rétabli, j'ai servi les spaghettis que j'avais préparés plus tôt, et j'ai regardé mes frères et sœurs manger, se chamailler, rire et exister dans leur manière belle et désordonnée. Je les aimais férocement, mais je savais aussi que je ne pouvais pas continuer à être leur parent substitut. Maman est arrivée juste au moment où nous finissions le dîner, l'air fatigué mais heureuse. Désolée d'être en retard. J'avais un rendez-vous chez le médecin pour le bébé. Tout va bien, ai-je demandé. Parfait. Battement de cœur fort. Greg me rejoint dans 1 heure. J'ai pris une profonde inspiration. Maman, pouvons-nous parler en privé avant qu'il n'arrive? Elle a semblé surprise mais a hoché la tête. Bien sûr, mon chéri. Laisse-moi juste me changer d'abord. 20 minutes plus tard, nous étions assis à la table de la cuisine pendant que les enfants regardaient la télévision dans le salon. Maman, je dois te dire quelque chose d'important, ai-je commencé, mon cœur battant la chamade. J'ai trouvé un appartement et je déménage le mois prochain. Sa fourchette a cliqueté contre son assiette. Tu es quoi? Tu déménages. J'ai 27 ans, maman. Il est temps que je vive ma propre vie. Mais qu'en est-il de la famille? Qu'en est-il des enfants? Qu'en est-il du bébé qui arrive? Les enfants iront bien. James est presque adulte. Kyle et Chloé deviennent plus indépendants. Et tu auras Greg pour aider avec les plus jeunes et le bébé. Elle secoua la tête incrédule. Tu ne peux pas être sérieuse. Nous avons besoin de toi ici, Octavio. Cette famille s'effondre sans toi. Ce n'est pas vrai, maman. Et même si c'était le cas, ce n'est pas juste de me mettre ça dessus. J'aide à élever tes enfants depuis que j'ai 12 ans. J'ai mis mon éducation et ma carrière en attente. J'ai sacrifié mes propres opportunités et relations. Je les aime tous, mais j'ai besoin de vivre ma propre vie maintenant. Son expression s'est durcie. Alors, tu abandonnes simplement ta famille. Quand nous avons le plus besoin de toi, avec l'arrivée d'un nouveau bébé. Je n'abandonne personne. Je serai toujours à proximité. Je viendrai toujours rendre visite et aider quand je le pourrai, mais je ne serai plus la principale gardienne. C'est ton rôle, maman, pas le mien. Comment peux-tu être aussi égoïste? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Cela m'a touché. Égoïste, maman? J'ai pris soin de tes enfants pendant 15 ans. J'ai été parent alors que j'aurais dû être un enfant moi-même. En quoi vouloir ma propre vie est-il égoïste? Parce que la famille passe avant tout. Octavio, la famille s'entraide. Oui, c'est le cas. Mais il y a une différence entre aider et sacrifier tout son avenir. J'ai fait le dernier trop longtemps. Nos voix avaient augmenté et j'ai soudainement réalisé que la télévision dans le salon s'était tue. Les enfants écoutaient. Maman l'a aussi remarqué et a baissé la voix à un murmure rauque.
Tu ne peux pas me faire ça, pas à nous. Je ne vous fais rien. Je fais quelque chose pour moi, pour une fois. Si tu franchis cette porte, ne t'embête pas à revenir, a-t-elle dit, l'ultimatum pesant lourdement dans l'air entre nous. Je ne m'y attendais pas, et cela m'a semblé un coup physique. Tu ne veux pas dire ça. Je veux dire chaque mot. Si tu n'es pas avec cette famille à 100%, alors tu n'en fais pas partie du tout. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment le sol. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la famille, maman. Et si c'est vraiment ce que tu penses, alors il vaut mieux que je parte plus tôt que plus tard. Je suis sorti de la cuisine pour trouver les 5 frères et sœurs dans le couloir, leurs visages montrant divers degrés de choc et de détresse. Lucie pleurait silencieusement, ses petites épaules tremblaient. Les jumeaux avaient l'air confus et effrayés. Chloé se mordait fort la lèvre. Le visage de Kyle était sombre de colère. Et James? James avait l'air résigné, comme s'il avait anticipé cette confrontation pendant des années. Tu pars vraiment? A demandé Lucie d'une petite voix. Je me suis agenouillé à sa hauteur. Je prends mon propre appartement, Lucie Gousse. Mais je vous verrai tout le temps. Promis? A-t-elle demandé, sa lèvre inférieure tremblant. Promis. L'atmosphère dans la maison cette nuit-là était suffocante. Maman s'est enfermée dans sa chambre quand Greg est arrivé et j'ai entendu leur conversation étouffée à travers la porte. Greg est sorti l'air troublé et est parti sans me parler. Les plus jeunes enfants se sont couchés tôt, soumis et confus. Kyle a claqué sa porte et a mis de la musique à fond jusqu'à tard. James et moi nous sommes assis dans notre chambre partagée en silence pendant un long moment. Je ne te blâme pas, a-t-il dit finalement. J'aurais probablement fait de même. Je suis désolé de te mettre plus de responsabilités, ai-je répondu. Il a haussé les épaules. Ça allait arriver de toute façon. Mieux vaut maintenant que quand j'essaierai d'aller à l'université l'année prochaine. Ce commentaire m'a frappé comme un seau d'eau froide. James avait raison. Si je ne brisais pas ce cycle maintenant, il serait confronté au même choix impossible que moi. Famille ou avenir? Je t'aiderai à sortir aussi, lui ai-je promis. Quand le moment sera venu, tu ne manqueras pas ta chance comme je l'ai presque fait. Il a hoché la tête et pour la première fois cette nuit-là, j'étais certain de prendre la bonne décision. Après cette nuit, mon plan s'est considérablement accéléré. La tension dans la maison était insupportable. Maman alternait entre le silence glacial et les supplications larmoyantes pour que je reconsidère. Greg a commencé à venir moins souvent, visiblement mal à l'aise avec le drame familial. Les enfants marchaient sur des œufs, incertains de la façon de se comporter envers nous deux. J'ai appelé mon nouveau propriétaire et j'ai demandé si je pouvais emménager plus tôt. Heureusement, l'appartement était vacant, et il a accepté que j'en prenne possession immédiatement si je payais le loyer au prorata. J'ai utilisé presque toutes mes économies, mais cela valait la peine d'échapper à l'atmosphère toxique de la maison. J'ai décidé de déménager pendant que maman était au travail pour éviter une autre confrontation. James m'a aidé à charger mes quelques possessions dans ma voiture, vêtements, livres, mon ordinateur portable et la table à dessin pour laquelle j'avais économisé pendant 3 ans, mais que je n'avais rarement le temps d'utiliser. Les adieux avec mes frères et sœurs ont été la partie la plus difficile. James était stoïque, assumant déjà le rôle que je laissais derrière moi. Je t'appellerai si les choses deviennent trop folles, a-t-il promis. Et tu as intérêt à m'inviter à dîner au moins une fois par semaine. Chloé essayait d'être mature, mais ne parvenait pas à cacher sa douleur. J'ai l'impression que tu nous abandonnes, a-t-elle dit doucement. Je ne vous abandonne pas, Chlo. Je vis juste dans un endroit différent. Tu peux m'appeler n'importe quand, et je viendrai encore te chercher pour nos petits déjeuners du samedi matin. Elle a hoché la tête, mais n'a pas semblé convaincue. Les jumeaux étaient confus et continuaient de poser des questions pratiques. Qui va nous aider avec nos devoirs de maths, a voulu savoir Max. James est très bon en maths, lui ai-je rappelé. Et je ne suis qu'à un coup de téléphone si tu es bloqué. Qui va faire des pancakes à la banane le dimanche, a demandé Jackson. Je vais vous apprendre à les faire vous-même, ai-je promis. Chef Jackson a une belle sonorité, tu ne crois pas? Cela lui a arraché un petit sourire. Lucie était la plus difficile. Elle s'est accrochée à moi, sanglotant. Ne pars pas, ta vie. S'il te plaît, ne pars pas, je l'ai tenue fort, mes propres yeux piquants de larmes. Je dois, Lucie Gousse, mais je ne vais pas loin. Et je vous verrai très bientôt.
Je le promets. Mais qui va vérifier les monstres sous mon lit? Qui va tresser mes cheveux comme je l'aime? Chaque question était comme un couteau dans mon cœur. Maman vérifiera les monstres, et je montrerai à Chloé exactement comment faire ta tresse spéciale. Elle renifla sur mon épaule. Ce ne sera pas la même chose. Non, ai-je convenu doucement. Ce ne sera pas la même chose, mais différent ne veut pas dire mauvais. Parfois, différent peut être bon, même si c'est difficile au début. Finalement, j'ai dû la détacher de ses bras et la donner à James, qui l'a tenue alors qu'elle continuait de pleurer. Je suis monté dans ma voiture avant de pouvoir changer d'avis, les larmes brouillant ma vision alors que je conduisais loin de la seule maison que j'ai jamais connue. Mon appartement était petit, épuré et calme. Tellement calme que c'était presque troublant après des années de bruit et de chaos constant. J'avais un canapé d'occasion, un lit par terre, ma table à dessin près de la fenêtre, et pas grand-chose d'autre. Mais c'était le mien. Entièrement le mien. Cette première nuit seule était surréaliste. Personne n'a interrompu ma douche. Personne n'avait besoin d'aide pour ses devoirs. Personne ne se disputait la télécommande. Je pouvais manger ce que je voulais quand je voulais. Je pouvais rester tard à travailler sur un projet de conception sans avoir à m'arrêter pour coucher quelqu'un ou nettoyer une tâche. La liberté était enivrante, terrifiante et solitaire. Je vérifiais constamment mon téléphone, mais il n'y avait rien de maman. James a envoyé quelques mises à jour. Lucie s'est endormie en pleurant. Maman est devenue folle quand elle a réalisé que tu étais parti. Greg et maman se disputent pour quelque chose. Kyle dit qu'il est content que tu sois parti, mais il s'est enfermé dans la salle de bain pendant 1 heure. J'ai répondu par des conseils et des encouragements, me sentant coupable, mais aussi soulagé de pouvoir aider à distance maintenant. 3 jours ont passé sans nouvelles de maman. Puis, le 4e jour, il y a eu un coup à ma porte qui m'a fait sursauter. Je l'ai ouvert pour trouver Greg debout là. Son visage était rougi de colère. « Tu dois rentrer à la maison », a-t-il dit sans préambule. « Ta mère est en train de craquer. Les enfants sont un désastre. Personne ne trouve rien. Lucie ne cesse de pleurer pour toi. Je suis resté campé sur mes positions. Je suis désolé si les choses sont difficiles, Greg. Mais ils s'adapteront et je ne reviens pas pour être le parent. C'est votre travail et celui de maman. » Son visage s'est assombri. « Écoute, gamin. Ta mère est enceinte. Elle est émotive et stressée. Elle a besoin de soutien maintenant, pas de plus de problèmes. Je ne suis pas un gamin. J'ai 27 ans. Et j'ai soutenu maman et élevé ses enfants depuis que j'ai 12 ans. C'est à quelqu'un d'autre maintenant. Tu es égoïste, petit. » A-t-il commencé puis s'est arrêté. Il y aura des conséquences à cela, Octavio. Marque mes mots. Il est parti en trombe et j'ai fermé la porte, tremblant légèrement, mais plus déterminé que jamais. La semaine suivante a été une étrange période d'ajustement. J'ai travaillé plus d'heures à la librairie, je me suis inscrit à 3 cours en personne pour le semestre à venir, et je me suis lentement installé dans mon nouvel espace. J'ai acheté des provisions juste pour moi. J'ai dormi tard le jour de mon congé. J'ai passé une soirée entière à travailler sur un projet de conception sans interruption. J'ai également reçu des messages constants de mes frères et sœurs. James s'en sortait mieux que prévu, mais était épuisé. Chloé avait pris le relais pour aider Lucie. Les jumeaux se comportaient mal à l'école. Kyle parlait à peine à qui que ce soit, et maman était passée du silence aux messages accusateurs. « Comment as-tu abandonné ta famille? Lucie a encore pleuré pour toi ce soir. Les jumeaux ont échoué à leur test de maths parce que tu n'étais pas là pour les aider à étudier. Je t'ai éduqué mieux que ça. » Chaque message était conçu pour tordre le couteau de la culpabilité, et il fonctionnait. J'ai remis en question ma décision constamment. Mais chaque fois que j'envisageais de revenir, je me souvenais de la sensation de dessiner à ma table sans interruption, de planifier ma propre journée, de me prioriser enfin après une vie à passer en dernier. Je ne reviendrai pas, quoi qu'il arrive. 1 semaine et demie après avoir déménagé, on a frappé à ma porte à 13h30. Pensant que c'était peut-être James avec une urgence, je me suis précipité pour ouvrir, seulement pour trouver 2 policiers dans le couloir. Octavio Ramirez, a demandé l'officier le plus âgé. « Oui », ai-je répondu, mon cœur battant la chamade. « Tout va bien ? Quelque chose est arrivé à ma famille. »« Non, monsieur.
Nous effectuons une vérification de bien-être. Puis-je entrer? Confus et de plus en plus inquiet, je me suis écarté pour les laisser entrer. Les officiers, Torres et Rivera, selon leur badge, ont regardé mon petit appartement avec un intérêt professionnel. De quoi s'agit-il, ai-je demandé. Pourquoi aurais-je besoin d'une vérification de bien-être? L'officier Torres a consulté son bloc-notes. Nous avons reçu un appel d'Atina Ramirez qui s'est identifiée comme votre mère. Elle a exprimé sa préoccupation concernant votre état mental et a signalé que vous aviez pris de l'argent et des objets appartenant à vos plus jeunes frères et sœurs avant de quitter brusquement la maison. Je l'ai regardé, incrédule. C'est complètement faux. Je n'ai rien pris qui ne soit pas à moi. Et je vais parfaitement bien mentalement. J'ai quitté la maison de ma mère parce que j'ai 27 ans et qu'il était temps pour moi de vivre indépendamment. L'officier Rivera, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris la parole. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la situation? Votre mère semblait très bouleversée. Prenant une profonde inspiration, j'ai expliqué toute l'histoire. Comment j'aidais à élever mes frères et sœurs depuis que j'étais enfant, comment ma mère était maintenant enceinte de son 7e enfant, et comment j'avais finalement décidé que j'avais besoin de vivre ma propre vie. J'aime ma famille, ai-je conclu. Mais j'ai sacrifié mon éducation, ma carrière et ma vie personnelle pour aider à élever les enfants de ma mère. Je ne pouvais plus le faire, surtout pas avec l'arrivée d'un autre bébé. Les officiers ont échangé un regard que je ne pouvais pas tout à fait interpréter. Et les objets que votre mère a mentionnés, a demandé l'officier Torres. Elle a spécifiquement mentionné un système de jeu appartenant à vos frères et un peu d'argent d'un compte familial. Le système de jeu est à moi. Je l'ai acheté avec mon propre argent de mon travail à la librairie. J'ai le reçu quelque part si vous en avez besoin. Et je n'ai pas pris d'argent du ménage. J'ai utilisé mes propres économies pour louer cet endroit. L'officier Rivera hocha lentement la tête. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle votre mère ferait ces affirmations? Elle est contrariée que j'ai déménagé. Elle comptait beaucoup sur moi pour m'occuper des autres enfants et gérer le ménage. Elle espérait probablement que vous me convaincriez de revenir ou que vous m'intimideriez d'une manière ou d'une autre. L'expression de Rivera s'est légèrement adoucie. Je comprends que les dynamiques familiales peuvent être compliquées. J'ai grandi dans une situation similaire. L'aîné de 5, beaucoup de responsabilités dès le plus jeune âge. Torres a terminé ses notes et a levé les yeux. Eh bien, nous pouvons voir que vous allez clairement bien, monsieur Ramirez. Il n'y a aucune preuve d'acte criminel ici, et en tant qu'adulte, vous êtes libre de vivre où vous choisissez. Ma mère saura-t-elle que vous êtes venu me voir? Ai-je demandé. Nous allons faire un rapport indiquant que nous avons effectué la vérification de bien-être et que nous n'avons trouvé aucune cause de préoccupation, a confirmé Torres. Mais nous ne partageons pas de détails spécifiques. Après le départ des officiers, je me suis assis sur mon canapé, sous le choc. Ma propre mère avait appelé la police à mon sujet avec de fausses accusations. C'était un nouveau niveau, même pour notre relation dysfonctionnelle. Mon téléphone a sonné presque immédiatement après le départ de la police. Maman, comment as-tu pu mentir à la police, a-t-elle exigé quand j'ai répondu. C'est toi qui as fait de fausses accusations. J'étais inquiète pour toi. Tu es parti sans aucun avertissement. Tu as pris des choses, tu as disparu. Je n'ai pas disparu, maman. J'ai déménagé à 3 miles. Je t'ai dit que je déménageais. Et je n'ai rien pris qui ne soit pas à moi. Le système de jeu des garçons est à moi. Je l'ai acheté avec mon argent de librairie il y a 2 ans. Tu le sais. Tu es en train de détruire cette famille, Octavio. Les enfants souffrent à cause de ton égoïsme. L'accusation m'a piqué, mais je suis resté ferme. Les enfants s'adaptent au changement, ce qui est normal. Et cette famille avait besoin de changer, maman. Il n'était pas sain que je sois un parent substitut, et il n'était pas sain pour toi de dépendre de moi au lieu de te reprendre en main. Comment oses-tu remettre en question mon éducation? A-t-elle crié. Je travaillais 3 emplois parfois pour te garder un toit au-dessus de la tête, et j'en suis reconnaissante. Mais travailler n'est pas la seule partie de la parentalité. Être présent, être impliqué, ne pas avoir bébé après bébé avec des hommes qui ne restent pas. Ça aussi, c'est faire de la parentalité. Il y a eu un silence choqué à l'autre bout du fil. Je ne lui avais jamais parlé comme ça auparavant. Je n'avais jamais remis en question ses choix aussi directement. Je voulais juste que tu rentres à la maison, a-t-elle dit finalement,
sa voix plus petite. Je pensais que si la police te parlait, tu penserais qu'il me forcerait à revenir ou qu'il m'intimiderait. Maman, je suis un adulte. J'ai tout à fait le droit de vivre seul. Nous avons besoin de toi ici. Non, tu veux que je sois là pour continuer à m'occuper de tes responsabilités. C'est différent de me vouloir. Très bien, a-t-elle claqué, sa voix se durcissant à nouveau. Reste loin alors. Voyons si je m'en soucie. Elle a raccroché et je me suis assis dans l'obscurité de mon appartement, me sentant à la fois terrible et étrangement libéré. La conversation avait été douloureuse mais honnête d'une manière dont nous n'avions jamais été auparavant. Mon téléphone a vibré avec un message de James. Maman vient de raccrocher avec toi. Elle pleure dans sa chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai brièvement expliqué la visite de la police et notre conversation ultérieure. Waouh, a-t-il répondu. C'est n'importe quoi. Elle a vraiment appelé les flics pour toi. Apparemment, elle pensait qu'il me convaincrait de rentrer. Tu vas bien? La simple question m'a presque brisé. Quand quelqu'un dans ma famille m'a-t-il demandé si j'allais bien pour la dernière fois? Je vais bien, ai-je écrit. Comment ça va là-bas? Chaotique. La nausée matinale de maman est forte. Greg est moins présent. Les enfants te manquent. Ils me manquent aussi. Comment te débrouilles-tu? Fatigué. Je ne sais pas comment tu as fait ça pendant tant d'années. Cette nuit-là, j'ai reçu des messages séparés de Chloé et Kyle. Tous deux vérifiant secrètement, comme s'ils craignaient que maman n'approuve leur contact avec moi. Même les jumeaux ont envoyé un message conjoint du téléphone de Max. Nous avons eu un B à notre test de maths. Pas aussi bien que lorsque tu aides, mais toujours bien. Seule Lucie n'a pas pris contact. Et je me demandais si elle était trop jeune pour texter de manière autonome, ou si elle était encore trop blessée par mon départ. Le lendemain, James m'a appelé avec une mise à jour qui m'a tordu l'estomac. Greg n'est pas venu hier soir comme prévu. Maman l'a appelé genre 10 fois. Je pense qu'ils se disputent. Pourquoi? Pas sûr, mais je l'ai entendu crier à propos d'engagement et de responsabilité au téléphone. Je pense qu'elle s'inquiète qu'il s'éloigne. J'ai fermé les yeux, m'appuyant contre le comptoir de ma cuisine. Si Greg partait, maman serait seule avec 6 enfants et un bébé en route. Une partie de moi voulait se précipiter pour tout arranger, s'occuper de tout comme je l'avais toujours fait, mais une autre partie, une partie plus forte maintenant, reconnaissait que ce n'était pas mon travail et n'aurait jamais dû l'être. La relation de maman et Greg n'était plus ma responsabilité. Le bien-être de la famille n'était plus sur mes épaules uniquement. C'était la leçon la plus difficile que j'ai jamais eu à apprendre. Je pouvais aimer ma famille profondément et quand même ne pas sacrifier ma vie pour eux. 3 semaines après avoir déménagé, je trouvais enfin mon rythme. J'avais commencé mes cours et je prospérais dans l'environnement universitaire structuré. Mes professeurs étaient impressionnés par mon travail, en particulier par mes compétences en dessin architectural. Mon gérant à la librairie m'avait promu au poste de gérant adjoint avec une légère augmentation de salaire. Mon appartement devenait lentement une maison avec des trouvailles de meubles d'occasion et quelques plantes qui égayaient l'espace. J'avais vu mes frères et sœurs 2 fois. Une fois quand j'ai emmené les plus jeunes au parc un samedi et une fois quand James et Kyle sont venus regarder un match de basketball. Ces visites étaient un peu gênantes, mais aussi rassurantes. Les enfants s'adaptaient. La vie continuait. Maman ne me parlait toujours pas directement, bien qu'elle ait arrêté les messages accusateurs. Greg était apparemment toujours dans le coup, mais passait moins de temps à la maison. Puis vint l'appel qui changea tout. Octavio? La voix de James était tendue de panique. Maman est à l'hôpital. Quelque chose ne va pas avec le bébé. J'ai attrapé mes clés avant qu'il n'ait fini d'expliquer. Dans quel hôpital? J'y vais. Phoenix Général. Ils l'ont emmené en ambulance il y a environ 1 heure. Greg est en route depuis le travail. Je suis ici avec les enfants. Lucie a vraiment peur. Je serai là dans 15 minutes. Tenez bon. J'ai enfreint plusieurs limites de vitesse en arrivant à l'hôpital. Mon esprit s'emballait avec des scénarios catastrophes. Malgré tout, maman était toujours maman. Je l'aimais et la pensée que quelque chose lui arrivait à elle ou au bébé était terrifiante. La salle d'attente de l'hôpital était un spectacle de chaos à peine contenu. Lucie était recroquevillée sur les genoux de James, pleurant doucement.
Les jumeaux étaient inhabituellement calmes, assis serrés l'un contre l'autre sur des chaises en plastique inconfortables. Chloé faisait les 100 pas nerveusement. Kyle regardait son téléphone, mais je pouvais dire qu'il ne le voyait pas vraiment. Des nouvelles, ai-je demandé alors qu'il levait tous les yeux avec soulagement à mon arrivée. James secoua la tête. Ils ne nous disent pas grand-chose parce que nous sommes mineurs. Juste qu'elle est stable, mais il y a des complications. Je me suis approché du poste de soins infirmiers, j'ai expliqué que j'étais le fils aîné de Tina Ramirez et j'ai demandé des informations. L'infirmière a vérifié quelque chose sur son ordinateur. Le médecin viendra parler à la famille sous peu, a-t-elle dit avec une neutralité pratiquée. Votre mère subit actuellement des tests. Comme par coïncidence, Greg a fait irruption par les portes des urgences, toujours dans ses vêtements de travail couverts de poussière de construction. Son visage était pâle sous son bronzage. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-elle? Le bébé va-t-il bien? A-t-il exigé? Avant que je puisse répondre, un médecin en blouse a approché. Famille de Tina Ramirez. Nous nous sommes tous rassemblés autour d'elle. Même Lucie, essuyant ses larmes pour écouter. Je suis le docteur Bennett. Votre mère est stable et le bébé va bien pour l'instant, mais elle souffre de problèmes placentaires qui sont préoccupants à ce stade de la grossesse. Elle aura besoin de repos complet au lit pour le reste de sa grossesse, ce qui signifie une activité physique minimale. Pas de travail, pas de levage, pas de tâches ménagères. Greg passa une main dans ses cheveux. Pendant combien de temps? Jusqu'à l'accouchement, donc environ 4 mois de plus. Les implications nous ont frappés tous en même temps. 4 mois pendant lesquels maman ne pourrait pas travailler. 4 mois pendant lesquels elle ne pourrait pas s'occuper des 5 enfants plus jeunes toujours à la maison. 4 mois de dépendance totale envers les autres. Puis-je la voir? A demandé Greg. Oui, elle vous demande. Et son fils, Octavio. J'étais surpris qu'elle m'ait demandé, mais j'ai suivi Greg et le médecin dans la chambre de maman. Elle avait l'air petite et vulnérable dans le lit d'hôpital, branchée à des moniteurs, sa main reposant protectrice sur son ventre légèrement arrondi. Ses yeux se sont écarquillés quand elle m'a vu. Tu es venu? Bien sûr que je suis venu. Tu es ma mère. Greg s'est approché d'elle, lui prenant la main. Bébé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à saigner au travail, a-t-elle dit doucement. Ils disent que le bébé va bien, mais je dois rester complètement immobile, sinon je pourrais le perdre. Le médecin a expliqué plus de détails sur le placenta prévia et les risques, soulignant l'importance des restrictions de lit. Quelqu'un devra être avec elle la plupart du temps, a conclu le docteur Bennett. Pour l'aider et pour s'assurer qu'elle respecte les restrictions. Après le départ du médecin, un silence inconfortable s'est installé dans la pièce. Je ne peux pas prendre de congé, a finalement dit Greg. Nous sommes au milieu d'un grand projet, et je suis déjà débordé financièrement. Le visage de maman s'est affaissé. Je comprends. Peut-être que nous pouvons embaucher quelqu'un ou demander à ma sœur de venir aider. Sa sœur vivait à Chicago et avait sa propre famille à charge. Je savais ce qui devait se passer avant même de le décider consciemment. Je reviendrai vivre temporairement, j'ai entendu dire. Juste jusqu'à ce que vous soyez rétabli. Maman et Greg m'ont regardé avec surprise. Mais ton appartement, tes cours, ton travail, a protesté faiblement maman. Je peux garder mon appartement pour avoir un endroit où aller pour les pauses et étudier tranquillement. Mes cours sont flexibles. Je peux faire des cours en ligne si nécessaire. Et mon patron travaillera avec moi pour mon emploi du temps. Greg avait l'air soulagé mais méfiant. Es-tu sûr, Octavio? Je suis sûr d'aider ma famille à traverser une crise, ai-je répondu. Mais j'ai des conditions. Maman a haussé les sourcils. Conditions? Oui, c'est temporaire. Juste jusqu'à la naissance du bébé et votre rétablissement. Greg doit être plus impliqué quand il n'est pas au travail. James, Kyle et Chloé doivent assumer plus de responsabilités adaptées à leur âge. Et surtout, tu dois reconnaître que j'ai ma propre vie et soutenir mon indépendance une fois que tout sera terminé. Maman est restée silencieuse pendant un long moment, des larmes remplissant ses yeux. J'étais tellement en colère quand tu es parti, a-t-elle dit finalement. Je me suis senti abandonné et trahi. Mais ces dernières semaines m'ont montré à quel point je comptais sur toi. Trop. Tu avais raison. C'était le plus proche d'une excuse que j'ai jamais entendue de sa part. Les enfants te manquent tellement,
a-t-elle poursuivi. Tu me manques, mais je comprends maintenant pourquoi tu devais partir. J'ai senti un poids se soulever que je n'avais pas réalisé que je portais. Le poids de la désapprobation et de la blessure de ma mère. Nous allons résoudre ça, lui ai-je dit. Assurément. Le lendemain, nous avons eu une réunion de famille à l'hôpital avant la sortie de maman. Tout le monde avait des responsabilités attribuées. Greg s'occuperait des matins avant le travail et serait présent tous les soirs et week-ends. James coordonnerait le transport des plus jeunes enfants à l'école. Kyle gérerait les devoirs et les activités des jumeaux. Chloé aiderait Lucie et préparerait des repas simples. Je m'occuperais des soins de maman, de la gestion du ménage et comblerais les lacunes. Nous avons également contacté des ressources que nous n'avions jamais envisagées auparavant. L'église que maman fréquentait occasionnellement offrait des repas 2 fois par semaine. Une voisine ayant des enfants adultes s'est portée volontaire pour garder Lucie après l'école. La collègue de maman a organisé un programme de livraison d'épicerie. C'était une solution patchwork, mais elle fonctionnait. Et surtout, ce n'était plus tout sur mes épaules. J'ai ramené quelques essentiels dans ma vieille chambre, mais j'ai gardé mon appartement comme sanctuaire. 3 nuits par semaine, James prenait en charge les tâches du soir pour que je puisse dormir chez moi, assister à des cours du soir ou simplement avoir de l'espace pour respirer. Un soir, environ un mois après ce nouvel arrangement, maman m'a appelé dans sa chambre où elle était assise sur des oreillers, examinant des factures. « Je ne t'ai jamais vraiment remercié », a-t-elle dit doucement. « Pas seulement pour être revenu maintenant, mais pour tout ce que tu as fait au fil des ans. » Je me suis assis sur le bord de son lit. « Tu n'as pas à me remercier. Ce sont mes frères et sœurs. Je les aime, mais ce sont mes enfants, ma responsabilité. Je t'ai laissé en prendre trop pendant trop longtemps parce que c'était plus facile que d'affronter à quel point tout était accablant. » Elle a posé une main sur son ventre. Cette grossesse m'a obligé à m'arrêter et à vraiment voir ce que j'avais fait. À toi, aux enfants, à moi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fui le deuil et la solitude depuis que ton père est parti, remplissant le vide avec des relations et des bébés au lieu de guérir et de construire la stabilité. Ce n'était juste pour aucun de vous, surtout pas pour toi, mon premier bébé. J'ai senti des larmes me piquer les yeux à sa vulnérabilité rare. Je vais faire mieux, a-t-elle promis, en commençant par soutenir ton indépendance une fois cette crise passée. Tu mérites ta propre vie, Octavio. Tu l'as plus que mérité. Pour la première fois depuis des années, peut-être jamais, maman et moi avons eu une conversation honnête sur ses peurs d'être seule, mon ressentiment et ma culpabilité, ses luttes en tant que mère célibataire, mes rêves sacrifiés. Ce n'était pas facile, et il y a eu des larmes des deux côtés, mais cela a semblé être un tournant crucial dans notre relation. Même en aidant à gérer le ménage pendant le repos au lit de maman, j'ai maintenu des limites. J'ai continué mes cours, bien que j'ai dû passer de 3 à 2. J'ai travaillé le week-end à la librairie. J'ai passé régulièrement du temps dans mon appartement. La famille s'adaptait. James a pris des initiatives qui m'ont rendu fier de voir l'homme qu'il devenait. La colère de Kyle s'est apaisée alors qu'il trouvait un but dans de nouvelles responsabilités. Chloé s'est épanouie avec la confiance placée en elle. Même les jumeaux et Lucie ont trouvé des moyens d'aider, du tri du linge à la lecture à maman quand elle s'ennuyait. Et Greg, à ma surprise, s'est impliqué davantage plutôt que moi. Il a réaménagé son emploi du temps pour être plus présent à la maison, a appris à cuisiner des repas simples et a commencé à emmener les enfants en sortie le week-end pour donner une pause à maman et à moi. Je n'étais pas sûr que tu resterais, ai-je admis un soir en nettoyant après le dîner. Il a semblé surpris. Pourquoi ne le ferais-je pas? Maman a eu un historique d'hommes qui partent quand les choses deviennent difficiles. Il hocha pensivement la tête. Je connais son histoire, et je serai honnête, quand elle m'a parlé de la grossesse, j'ai eu une peur bleue. 6 enfants déjà. Et un autre en route, c'est beaucoup. Mais j'aime ta mère, Octavio. Et je ne suis pas ton père ni aucun de ces autres gars. Pour la première fois, j'ai permis à moi-même de croire que peut-être, juste peut-être, cette relation serait différente. 3 mois plus tard, ma petite sœur Sophia est venue au monde, petite mais en bonne santé malgré les complications de la grossesse. Debout dans la chambre d'hôpital, regardant maman câliner son nouveau-né avec Greg rayonnant fièrement à ses côtés, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Il y avait de la joie, bien sûr. Sophia était magnifique avec une chevelure foncée et le visage en forme de cœur de maman. Il y avait du soulagement que maman et bébé soient passés en toute sécurité après des mois d'anxiété et de surveillance attentive.
Il y avait de la fierté dans la façon dont notre famille s'était unie pendant la crise. Mais il y avait aussi une étrange mélancolie en réalisant que j'allais être le premier frère ou sœur dont les premières années je ne serais pas intimement impliqué dans la formation. Je ne serais pas celui qui se lèverait pour les biberons de minuit ou qui lui apprendrait ses premiers mots ou qui lui banderait son premier genou écorché. Je serais son frère, pas son parent substitut. C'était à la fois une perte et une libération. « Veux-tu la tenir ?» a demandé maman, me tendant le petit paquet. J'ai soigneusement pris Sophia dans mes bras, m'émerveillant de sa petitesse et de sa perfection. « Salut, petite » ai-je murmuré. « Je suis ton grand frère, Octavio. »« Le meilleur grand frère que l'on puisse souhaiter » a ajouté maman doucement. Après la naissance de Sophia, notre famille s'est installée dans une nouvelle normalité qui aurait été inimaginable 6 mois plus tôt. J'ai déménagé à nouveau dans mon appartement à temps plein, mais je rendais visite plusieurs fois par semaine. Maman est retournée travailler à temps partiel, Greg adaptant son horaire pour s'occuper de Sophia pendant que maman travaillait. James a pris la responsabilité permanente de conduire les plus jeunes enfants à l'école et d'en revenir. Kyle a géré les tâches ménagères, les jumeaux et Lucie ayant chacun des tâches adaptées à leur âge. Maman a également contacté des ressources communautaires que nous avions découvertes pendant son repos au lit. Elle a rejoint un groupe de soutien pour mères célibataires, inscrit les jumeaux à un programme gratuit après l'école et accepté l'aide du ministère familial de son église. Je n'ai jamais voulu admettre que j'avais besoin d'aide, m'a-t-elle avoué un matin autour d'un café. Cela donnait l'impression d'un échec, mais il y a en fait plus de soutien qu'on ne le réalise. Greg a emménagé de façon permanente et s'est avéré être le partenaire dont maman avait toujours eu besoin. Il était patient avec le chaos d'une grande famille, mais gentil avec les enfants et de manière fiable présent d'une manière dont aucun de ses partenaires précédents ne l'avait été. 6 mois après la naissance de Sophia, il a demandé sa main et ils ont prévu un petit mariage pour le printemps suivant. Ma propre vie s'est épanouie une fois que je suis retourné à l'indépendance. J'ai excellé dans mes cours et j'ai été accepté dans le programme d'architecture de l'Université d'État de l'Arizona avec une bourse partielle. Mon responsable à la librairie m'a offert un poste à temps plein pour gérer leur nouveau magasin avec des horaires flexibles pour accommoder mon emploi du temps scolaire. J'ai même commencé à sortir avec des gens, ce qui avait été pratiquement impossible quand j'étais responsable de 5 enfants. Rien de sérieux encore, mais je faisais enfin l'expérience de la vie sociale normale d'une personne dans la vingtaine. Le processus de guérison n'a pas toujours été facile. J'ai toujours eu du mal avec la culpabilité quand je ne pouvais pas assister à tous les événements scolaires ou à tous les dîners de famille. J'ai eu des moments de ressentiment quand je pensais aux opportunités que j'avais manquées. Il y a toujours eu des moments où maman retombait dans ses vieux travers en attendant trop de moi et des moments où je retombais trop facilement dans le rôle de soignant. La thérapie a aidé. Une autre ressource que je n'avais jamais envisagée auparavant, mais que je reconnaissais maintenant comme essentielle pour traiter 15 ans de dynamique familiale complexe. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre qu'aimer ma famille ne signifiait pas sacrifier mon avenir et que poser des limites n'était pas égoïste, mais nécessaire. L'ironie, lui ai-je dit lors d'une séance, c'est qu'en déménageant et en forçant tout le monde à s'adapter, j'ai en fait aidé toute la famille à devenir plus saine. 6 mois après la naissance de Sophia, j'ai organisé un dîner dans mon appartement pour tous mes frères et sœurs. C'était chaotique, bruyant et merveilleux. James parlait avec enthousiasme des universités auxquelles il postule. Kyle m'a montré ses notes améliorées. Chloé bavardait sur son inscription au journal scolaire. Les jumeaux ont démontré une poignée de main compliquée qu'ils avaient inventée. Lucie lisait fièrement un livre sur lequel elle s'entraînait, et bébé Sophia, qui commençait maintenant à s'asseoir, rayonnait et gazouillait dans son siège portatif. En les regardant tous, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Je ne les avais pas abandonnés en revendiquant mon indépendance. Je leur avais montré qu'il était possible d'aimer profondément sa famille tout en poursuivant ses propres rêves. Alors que je les raccompagnais tous à la minivan de Greg plus tard ce soir-là, maman est restée en arrière pour me parler en privé. « Je suis fière de toi, Octavio » a-t-elle dit, me serrant fort dans ses bras. Pas seulement pour la façon dont tu as aidé à élever les enfants toutes ces années, mais pour avoir eu le courage de construire ta propre vie. J'aurais dû encourager cela il y a longtemps. Nous avons tous fait de notre mieux avec ce que nous avions, lui ai-je dit, trouvant que je le pensais vraiment. Mais maintenant, nous savons mieux, donc nous pouvons faire mieux. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je promets que James ne fera pas les sacrifices que tu as faits. Aucun d'entre eux ne le fera. C'est ma responsabilité, pas la leur. C'est ma responsabilité, pas la leur. En les regardant partir,
j'ai réfléchi aux leçons les plus importantes que j'avais apprises au cours de ce voyage. Poser des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour des relations saines. En établissant des limites claires sur ce que je pouvais donner à ma famille, j'ai en fait amélioré nos relations plutôt que de les endommager. Prendre soin de soi n'est pas facultatif. C'est essentiel. Pendant des années, j'avais fait passer les besoins de tout le monde avant les miens jusqu'à ce que je n'ai plus rien à donner. Apprendre à prioriser mon bien-être m'a rendu meilleur frère, fils et personne. Les habitudes peuvent être brisées avec courage et honnêteté. Notre famille avait fonctionné de manière dysfonctionnelle. Pendant si longtemps, cela semblait normal. Il a fallu une crise pour nous montrer qu'il y avait de meilleures façons de fonctionner en famille. L'amour ne nécessite pas le sacrifice de soi. La leçon la plus profonde a été d'apprendre que je pouvais aimer ma famille inconditionnellement tout en conservant mon identité et en poursuivant mes rêves. Quelques semaines plus tard, je me suis assis dans mon premier cours de conception architecturale de niveau supérieur, regardant la lumière du soleil de Californie traverser les fenêtres pendant que le professeur discutait de pratiques de construction innovantes et durables. Ma famille était assise dans le public lors de ma remise de diplôme 2 ans plus tard, applaudissant bruyamment alors que je traversais la scène pour recevoir mon diplôme. Et je me tenais aux côtés de James lors de sa remise de diplôme du lycée le mois suivant, sachant qu'il irait à l'université sans les fardeaux que j'avais portés. Notre famille n'était pas parfaite. Nous avions toujours nos difficultés et nos désaccords, mais nous étions plus sains, plus honnêtes et plus solidaires des parcours individuels de chacun. Alors, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez piégé par des obligations familiales ou coupable de vouloir votre propre vie, souvenez-vous de mon histoire. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et votre famille est de briser des habitudes malsaines et de montrer à tout le monde une meilleure voie à suivre. Avez-vous jamais dû fixer des limites difficiles avec des personnes que vous aimez? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver le courage de le faire? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo si mon histoire vous a résonné. Rappelez-vous, donner la priorité à votre bien-être n'est pas égoïste. C'est ainsi que vous devenez la meilleure version de vous-même pour toutes les personnes dans votre vie. Merci de m'avoir écouté, et je vous souhaite de la force dans votre propre voyage de croissance et de découverte de soi.